On va parler, pas du budget, mais de la réforme des retraites, puisque c'est aujourd'hui que le Rassemblement national présente dans sa niche le texte qui vise à abroger la réforme des retraites, le texte qui a été vidé de sa substance en commission. Et hier, les amendements ont été déclarés irrecevables par Yaël Braun-Pivet. On va écouter la position du gouvernement, puisque Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, était notre invitée il y a quelques minutes. Si on est attaché à notre système de retraite par répartition, qui est un joyau français, il faut le financer. Et si on ne le finance pas, il s'écroule. En l'occurrence, proposer d'abroger purement et simplement la réforme des retraites sans rien proposer en face, et alors même qu'on est dans des débats budgétaires compliqués où on a besoin de trouver 60 milliards d'euros, c'est évidemment tout bonnement irresponsable. Et c'est irresponsable, c'est irréaliste. Voilà, abroger la réforme des retraites, c'est irresponsable, dit Maud Bréjon. Oui, c'est rien de nouveau sous le soleil de la part de Maud Bréjon, dont le parti a porté précisément cette réforme des retraites il y a maintenant 2 ans. Un peu moins de 2 ans, je sais même plus quand c'était. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que c'est finalement, Yaël Braun-Pivet, en jugeant irrecevable les amendements et en vidant de sa substance, comme vous l'avez dit, le texte de niche du Rassemblement national, en fait, elle enlève une épine du pied à la gauche, mais une sacrée épine du pied. Parce que la gauche était assez divisée sur le vote du texte. C'est pas Yaël Braun-Pivet qui a vidé de sa substance le texte. C'est la commission. C'est la commission. Oui, mais Yaël Braun-Pivet, elle a simplement acté le fait que dans le texte, il n'y avait plus rien. Donc, exactement. Non, mais elle a déclaré irrecevable les amendements qui remettaient le texte initial. Post-commission. Donc, en fait, il y a eu un jeu entre la commission des finances et Yaël Braun-Pivet. Voilà, mais au moment où le texte arrive sous les yeux de Yaël Braun-Pivet, elle ne peut pas faire autre chose que de dire voilà, le texte est vidé de sa substance, aujourd'hui il est plus équilibré, il n'y a plus de financement, irrecevable. C'est vrai, mais en toute cette cause, voilà, il y aura juste... C'est la gauche qui sort gagnante, c'est ce que vous dites. La gauche, c'est génial pour la gauche, parce que la gauche était divisée sur le vote du texte. Elle ne savait pas si il fallait qu'elle vote pour un texte du Rassemblement national qui abrogeait la réforme des retraites, ou s'il fallait toujours garder ce cordon sanitaire et dire on ne votera jamais un texte qui émane de l'extrême droite. Et là, tout d'un coup, ils n'ont plus à le faire. Alors même que la droite, elle, va avoir des gros problèmes pendant cette journée de niche parlementaire du Rassemblement national, parce qu'elle va présenter 2 textes, vous en avez parlé tout à l'heure avec Maud Bréjon, sur les peines planchers et sur les expulsions de délinquants. Et là, il est absolument certain qu'une partie de la droite va être tentée de voter ces textes avec le Rassemblement national. Et donc, il va y avoir une division de ce que Michel Barnier appelle le socle commun. Voilà. Alors, donc, sur le plan politique, en effet, c'est probablement la gauche qui sort gagnant sur ce coup-là, mais sur le plan idéologique, pas tout à fait, parce que la gauche n'a pas l'abrogation de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, il y avait eu un amendement qui avait été déposé par le NFP. Il y a un amendement qui a été déposé, et le NFP s'est insurgé de voir que l'amendement n'était pas voté par le Rassemblement national. Donc, si vous voulez, dans les 2 cas, finalement, la situation n'avance pas pour eux. Sauf que dans un mois, Pablo, il compte les jours, dans un mois, le 28 novembre, il y aura le texte de la gauche, dans la niche, cette fois-ci, de la gauche pour abroger la réforme des retraites. Mais là, comment ce texte y passe sans les voix du Rassemblement national ? Il passera avec sûrement les voix du Rassemblement national. Enfin, donc on ne vote pas les textes du RN, mais on accepte, c'est ça la stratégie de la gauche, mais on accepte les voix du Rassemblement national pour faire passer ces textes. Il n'y a pas à accepter ou pas accepter. Les députés du Rassemblement national, ils font bien ce qu'ils veulent avec leur voix. Hein. Et c'est pas aux députés de gauche de dire non, là tu votes pas mon texte. S'ils ont envie de voter le texte, ils le votent. S'ils n'ont pas envie. Sauf que la gauche dit le gouvernement est dépendant du Rassemblement national. Est-ce que la gauche, pour faire passer ces mesures, elle n'est pas aussi dépendante du Rassemblement national? Oriane, vous voyez bien la différence entre voter un texte du Rassemblement national, comme s'apprêtent à le faire des députés, notamment LR, sur les peines planchers et sur les délinquants étrangers, et accepter que lorsqu'ils ont envie de voter, ils votent le texte. Enfin, je veux dire, ça reste quand même des représentants de la nation, ils sont souverains dans leur vote. Mais Pablo, il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé pour le RN cette fois-ci, c'est-à-dire que le texte va être détricoté en commission. La commission des finances, mais la commission des finances, elle est quand même, il y a une large majorité aujourd'hui de gens qui sont susceptibles de dire on verra. On prend les paris, Pablo. Prenons les paris. Mais moi, je parie que... Pariez quoi? Parce que du coup, oui, c'est ça. Une bouteille de champ. Une bouteille de champ. Non, la vin, tout avec modération. De toute façon, voilà, avec modération, de la bouteille de champagne. Voilà. Non, est-ce que du coup, effectivement, il n'y a pas un piège finalement tendu quand même par le Rassemblement national?
Évidemment qu'il y a un piège aussi tendu par le Rassemblement national, et le Rassemblement national s'est insurgé également cette fois-ci de voir que son texte n'était pas arrivé dans sa version initiale alors même que c'était sa niche. Mais c'est le jeu en même temps, c'est le jeu de l'Assemblée nationale. Je veux dire, on sait que ça se passe comme ça. Donc finalement, chacun va s'insurger de voir qu'il ne réussit pas à parvenir à mettre en place les idées pour lesquelles ils ont été élus. Voilà, ça ne fait pas vraiment progresser quoi que ce soit, mais bon, en même temps, c'est aussi la résultante du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, et effectivement, eh bien, ils ne sont pas en position... Et Maud Bréjon qui nous disait que de toute façon, il n'y aurait pas d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que le texte de la gauche, ça va être un coup pour rien finalement ? Non, je ne pense pas. Enfin, la question, elle est démocratique. Où est le pouvoir ? Est-ce que c'est l'exécutif qui a le pouvoir de faire voter les lois ? Jusqu'à preuve du contraire, non. Le pouvoir législatif, il incombe au Parlement, aux deux chambres du Parlement. Donc, ou bien il y a un respect de la part de l'exécutif duquel fait partie Maud Bréjon, ou bien il n'y a pas de respect et il y a un espèce de mélange complètement folklorique entre ces différentes fonctions, ces différents endroits de notre République. C'est d'ailleurs un peu le problème. Moi, je vous avoue que sur la question du budget, tous les ans, en fait, je suis choqué de voir à quel point c'est le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, qui pilote les débats budgétaires, qui fait un projet. C'est pas une proposition de loi, c'est un projet de loi. Et à la fin, il a toujours ce couperet du 49.3 dans lequel il va pouvoir piocher un peu ce qu'il veut dans le débat des différents parlementaires, des différents amendements qui ont été proposés, alors même que ça doit être un texte qui est issu de la représentation nationale et pas de l'exécutif. C'est pas sa prérogative au gouvernement, à mon sens, que de dire vous devez voter ça, vous devez voter ça, et à la fin on va avoir un texte qui n'est même pas voté, qui va être adopté sans être voté, qui va passer par 49.3. Je trouve ça excessivement problématique dans l'idée qu'on se fait de l'équilibre de nos institutions. Il n'est pas complètement illogique quand même que le projet de loi de finances soit préparé par l'exécutif, Pablo. Il faut bien qu'il soit préparé par quelqu'un, et en l'occurrence par les parlementaires. Oui, enfin, l'exécutif, ils savent aussi ce qu'il en est quotidiennement des dépenses de chaque administration. Ils ont quand même aux États-Unis, par exemple, c'est le Sénat en fait qui prépare ce budget, et c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de staff pour préparer le budget, c'est tout. Et du budget va dépendre de leur capacité ensuite justement à agir en fonction des prérogatives qui leur sont données. Mais tu vois bien qu'il y a un problème, Louis, si je puis me permettre, de à la fois dire j'ai besoin de temps et ensuite de dépenser temps. Moi, je trouve que c'est pas possible. On peut pas être juge et partie, en fait. Normalement, on a précisément deux fonctions, le législatif et l'exécutif, pour... Au contraire, c'est justement parce qu'on sait combien on va dépenser qu'on a la légitimité pour dire j'ai besoin de temps. Et c'est au Parlement, par la suite, d'en discuter dans un cadre tout à fait démocratique. Jusque-là, je ne vois pas où est le problème. Mais vous avez dit, par ailleurs, que finalement tout ça pourrait se résoudre par un 49.3. Il y a quand même aussi l'hypothèse d'un article 47 qui est évoqué, qui, rappelons-le, laisse un délai limité à l'Assemblée nationale, faute de quoi le texte est envoyé directement au Sénat, dans sa version d'origine. On va, vous parliez tout à l'heure, Pablo, des divisions de la majorité. On va écouter à nouveau Maud Bréjon, justement, à ce sujet. Depuis la composition du gouvernement, il ne m'a pas échappé, il ne vous a pas échappé, qu'au sein de ce socle commun, tout le monde ne pensait pas toujours pareil et qu'on n'était pas des clones. Moi, je remarque qu'on s'accorde sur l'essentiel. On peut avoir parfois des désaccords, on peut avoir des débats, c'est assez sain, il y en a dans toutes les familles politiques. Il faut dédramatiser, je pense, un petit peu tout ça. Ce que je vous dis, c'est la position du gouvernement, à savoir que donc, contre ces deux mesures, les peines planchers, en l'occurrence, n'ont pas démontré leur efficacité et on les a testées pendant plusieurs années. Voilà, les divisions. Alors, qui pourraient, Pablo, vous l'avez dit, être marquées aujourd'hui sur les autres textes du Rassemblement national, sur l'immigration et sur les peines planchers. Mais quand même, on a l'impression que ces divisions, elles sont de plus en plus nombreuses. On l'a encore vu sur le projet de loi de la sécurité sociale qui est examiné en ce moment même. Est-ce que ce socle commun va pouvoir tenir ?
Le problème de ce socle commun, c'est qu'il y avait un problème dès le départ de direction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement d'élaboration d'un programme de gouvernement ou d'un projet de gouvernement. Il y a eu un accord qui a été fait sur un coin de table pour empêcher à tout prix l'accession à Matignon et au pouvoir du nouveau Front populaire, c'est-à-dire de la... Et du Rassemblement national aussi. Et du Rassemblement national. Non, eux, ils n'allaient pas prendre le pouvoir. Non, avant, il y a eu le Front républicain quand même. Ah oui, il y a eu le Front républicain. Non, mais c'est important Non, mais moi, je parle de ce qui s'est passé pendant l'été, etc. Quand on a sorti le nom de Barnier, genre au dernier moment. Et voilà. Donc, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de direction. Ils ne savent pas trop sur quoi ils sont d'accord, pas d'accord. Ils découvrent, en fait, leur division amendement après amendement. On le voit, par exemple, avec le MoDem. Je veux dire, en commission des finances à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale aussi, on voit que les députés MoDem passent leur temps à voter tout ce que propose la gauche, parfois à s'abstenir, mais globalement à être contre tout ce que propose le gouvernement. Peut-être s'estime-t-il lésé dans la composition de ce gouvernement ou dans la répartition des postes importants à l'Assemblée nationale. En tous les cas, c'est vrai que, mais même là, tout à l'heure, on a entendu un mot de Bréjon, vous lui disiez, oui, Bruno Retailleau a dit ça hier, que c'était open bar sur l'AME, etc. Et elle était là, alors moi je dis pas open bar sur l'AME quand même, enfin, c'est quand même important l'AME, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils passent leur temps à se contredire. Agnès Pannier-Runacher qui dit je suis pas d'accord avec ce qu'a dit machin, enfin, je veux dire, c'est pas une équipe, ils sont tous éparpillés façon Pose, ils partent tous dans des endroits différents, ils ont tous aussi des ambitions personnelles et liées à leur parti qui sont complètement différentes et parfois divergentes. Allez, rapidement, Louis, après on parle foot. Hein. Non, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de dissensions en interne, et ça s'explique aussi pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de chef. C'est-à-dire qu'auparavant, Emmanuel Macron, quand même, prenait toutes les décisions et allait dans un niveau de détail extrêmement précis, à tel point d'ailleurs que les ministres s'en plaignaient de n'avoir finalement aucun pouvoir réel. Eh bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron fait quasiment l'inverse et laisse absolument tout dans les mains de Michel Barnier, sauf que le problème, c'est que Michel Barnier, c'est pas réellement le chef de la majorité relative, si on considère que c'est une majorité relative, d'ailleurs. On parle foot pour terminer, puisque c'était l'actualité du Sénat. Hier, la mission d'information sur le foot business rendait son rapport et Yann, le constat est sévère. Oui, vous allez le voir à l'écran, ils sont partis de ce constat. Les droits télé ont fondu. Or, c'est comme ça que se rémunèrent les clubs et les montants ne sont plus au niveau. En 2016, les choses étaient simples. Il y avait Canal+ et beIN Sport qui se partageaient la Ligue 1 pour 748 millions d'euros. En 2018, la Ligue cède aux sirènes de Mediapro qui promet un montant astronomique, plus d'1 milliard d'euros. Ce n'est pas rentable et le Covid vient percuter tout ça, vient ensuite Amazon qui subit des pertes et se retire. Cette année, les droits télé sont particulièrement bas, 453 millions. Avec DAZN et beIN, les sommes redistribuées aux clubs baissent de 60% et les clubs donc manquent d'argent. Écoutez le président de la commission du sport à ce sujet. Des erreurs ont été commises au cours des dernières années dans la gestion du football professionnel français. Pire encore, aucun enseignement n'a été tiré des erreurs faites dans le passé. Résultat, elles continuent. On le voit encore dans l'attribution récente des droits audiovisuels, ou alors que le championnat a d'ores et déjà commencé, que les retransmissions ont débuté, les contrats ne sont toujours pas signés avec un diffuseur en tout cas. Ces erreurs placent les clubs dans une situation très délicate sur le plan financier. Au moment du Covid, les clubs subissent des pertes. Ils ne sont pas tous prudents, ils dépensent et ils cumulent plus d'1,5 milliard de pertes. Alors ils ont besoin d'argent frais et rapide. Ils auraient pu recourir à la dette, mais c'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils concluent un accord avec un fonds d'investissement CVC. L'accord est le suivant. Contre 1,5 milliard d'euros versés une fois, le fonds doit recevoir 13% des revenus de la Ligue. Le problème, c'est que la durée a été signée pour 99 ans. Et ce choix est reproché aux dirigeants de la Ligue. Oui, parce qu'ils avaient 100% intérêt à conclure ce marché. Plus d'1 milliard d'euros qui arrivent, ça a permis aussi de toucher des bonus, d'augmenter la rémunération du président notamment. Ces bonus sont discutables. Le rapporteur parle même de conflit d'intérêts parce qu'une seule chose est certaine, c'est que les dirigeants ont bien touché leurs primes. En revanche, les clubs, eux, vont être ponctionnés pendant des décennies et donc difficile d'affirmer qu'ils vont profiter de cet accord. Écoutez le rapporteur au sujet de l'utilisation discutable de cet argent.
Dans cette opération, les intermédiaires ont été largement rétribués. Une enveloppe de 37,5 millions d'euros leur a été réservée, soit plus que ce qu'ont touché la Fédération française de foot, qui a touché 20 millions d'euros, et la plupart des clubs de Ligue 1 qui ont perçu 33 millions d'euros. Les deux banques d'affaires ont perçu 24 millions d'euros. Quant à Vincent Lebrun, président de la Ligue, il a touché un bonus de 3 millions d'euros et a triplé son salaire annuel, qui est passé de 420 000 euros à 1,2 million. Ça n'est qu'une partie de l'utilisation questionnable de l'argent. J'en viens aux propositions de la mission d'information. Il y en a 35, je vous donne les moins techniques. Réformer la gouvernance de la Ligue, revoir les règles des appels d'offres, puisqu'actuellement, les fans de foot doivent prendre plusieurs abonnements coûteux et puis changer à chaque changement de réattribution de droits. L'idée, c'est qu'il y ait de favoriser un diffuseur unique. Aussi que Nasser El Khelaifi ne puisse pas être à la fois membre du conseil d'administration de la Ligue en tant que président du PSG et aussi président de beIN, qui est l'un des diffuseurs de la Ligue. Limiter le salaire du président de la Ligue à 450 000 euros, c'est-à-dire calqué sur les dirigeants d'entreprises publiques et donc diminuer son salaire actuel par 2. Une dernière proposition, éviter un championnat à 2 vitesses et pour ça mettre un ratio de 1 à 3 dans la distribution d'argent au club. Pablo, vous avez lu ce rapport avec attention. Oui, j'ai lu ce rapport hier soir avec attention. Il est assez passionnant. Je voudrais d'abord rappeler en préambule quelque chose, c'est l'importance du football dans la culture française, la culture populaire. Et par populaire, j'entends faire peuple. Le foot, c'est une tradition très importante qui est très intégrée chez nos concitoyens, que ça soit parce qu'on regarde des matchs, mais aussi parce qu'on le pratique. On a une myriade de clubs de football amateurs et pour les enfants sur tout le territoire. Et il y a un lien en fait entre le football professionnel dont ce rapport parle et le football amateur. D'abord parce que, comme ça a été un peu dit, il y a une partie de la ligue de ce que gagne la ligue professionnelle de foot qui est reversée à la Fédération française de foot, c'est-à-dire pour abonder aussi les clubs amateurs. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais c'est il y a un gros problème économique aujourd'hui dans cette ligue de football professionnel, avec des énormes différences en fait. Enfin, je veux dire, ce qui se passe au PSG, à l'OM et à l'OL, c'est complètement différent de ce qui se passe, par exemple, à Ajaccio. Si je puis me permettre, Oriane, de rappeler ce qui se passe dans ce petit club, parce qu'il est cité, le club, dans le rapport, comme étant celui qui a le plus petit budget de la Ligue 1, seulement 22 millions d'euros. Et le problème, c'est que... Si on n'est plus en Ligue 1. Comment ? Si on n'est plus en Ligue 1. Vous n'êtes plus en Ligue 1, exactement. Mais quand il y était, je crois que c'était en 2022. Bon, c'était à cette époque-là que dataient les chiffres du rapport. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi une partie qui est liée au transfert. Et alors, c'est hyper intéressant les transferts parce que la France a cette particularité de vendre plus de joueurs qu'elle n'en achète. Les clubs français vendent des joueurs plus qu'ils n'en achètent. Et donc, du coup, en gros, ce qu'on fait, nous, en France, c'est qu'on forme des joueurs jusqu'à 19-20 ans. Ça nous coûte cher. Et après, on les vend. Et c'est donc en fait on utilise les joueurs comme étant en gros un bien qu'on façonne, etc. Et après qu'on revend cher. Le problème c'est que d'une part on s'enlève les bons joueurs, ils jouent plus en France. On pense notamment à Kylian Mbappé qui est hélas parti au Real et qu'on aurait bien aimé qu'il reste. Mais surtout, ça veut dire moi je pense qu'il faut repenser, et c'est ce que propose le rapport, mais ce serait bien que des gens s'en emparent, mais repenser complètement de fond en comble la façon dont on pense ce football français professionnel comme amateur. Ouais. Louis, il vous reste plus beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup parlé. Oui, je vois ça, mais finalement le LFP c'est un peu le NFP, c'est-à-dire on dépense tout, on s'octroie des primes. Sa punchline par contre. On s'octroie des primes et puis on s'en fiche de laisser de la dette parce que c'est exactement ce qui se passe. Finalement, on a vendu et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure dans votre récapitulatif, on a vendu pour 1 milliard d'euros à des fonds d'investissement qui chaque année récupèrent 13% des recettes du monde du foot, et c'est colossal. Et aujourd'hui, on a effectivement des situations où en interne, on s'octroie des primes, on multiplie par 3 le salaire. C'est complètement indécent. C'est évidemment pas dans l'intérêt ni du football amateur, ni des téléspectateurs qui voient leurs droits du foot toujours augmenter. C'est dans l'intérêt de personne, si ce n'est de ceux qui sont les dirigeants actuels. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On regarde ce qu'il y a à la ligne de la presse régionale. Et
Et à la une de nos journaux régionaux ce matin, c'est l'Espagne et ses inondations meurtrières. Ouais, de nombreux quotidiens en font leur une. Ce matin, il faut dire que les images sont impressionnantes et les photos parlent d'elles-mêmes. Le chaos pour l'Est républicain, la dévastation pour la Dépêche, le deuil pour le Télégramme qui rappelle le nombre de victimes, au moins 95 morts. C'est à la une de Nice Matin aussi qui titre sur un déluge meurtrier, les pires inondations depuis 50 ans. Elles ont ravagé tout le sud-est de l'Espagne, la région de Valence la nuit dernière. Des habitants racontent avoir vécu la peur de leur vie dans les rues. En pente de certaines villes, ils ont vu surgir comme un tsunami avec l'eau qui soulève et emporte tout sur son passage. Les dégâts sont monstrueux. L'avenir du site de la centrale de Fessenheim, c'est la une de l'Alsace. Oui, EDF projette de créer à Fessenheim une installation de traitement de métaux très faiblement radioactifs pour les valoriser. Le but, c'est de fondre les métaux qui proviennent d'installations nucléaires démantelées. À forte chaleur, les ingénieurs extraient la matière radioactive du métal. La première partie va vers un centre de stockage. La seconde pourra être réutilisée et renvoyée sur le marché. EDF promet que le taux de radioactivité sera 300 fois inférieur au taux de radioactivité naturelle. Les associations antinucléaires, elles n'y croient pas et donnent de la voix contre le projet. Le début des opérations est prévu en 2027. À la une de Corse Matin, c'est le pape qui pourrait venir en Corse. Oui, selon les informations du quotidien, il pourrait faire une visite exceptionnelle à Ajaccio les 14 et 15 juillet. Décembre. Une venue dans le cadre d'un colloque sur la piété populaire organisé par le diocèse. Le pape, c'est encore plus rare que le Tour de France en Corse. Ce serait la première fois en 2000 ans de chrétienté qu'un souverain pontife se rend sur l'île de Beauté. En revanche, du côté des autorités françaises ou religieuses, on n'a pas encore confirmé cette information. Alain, un dernier mot rapidement. Oui, un dernier. Halloween. C'est Halloween aujourd'hui et c'est à la une de l'Ardennais et du Courrier Picard. Le Courrier Picard qui s'intéresse au parc Astérix dans l'Oise qui organise désormais chaque année des maisons de l'horreur. Des comédiens déguisés et maquillés qui font peur et qui surgissent pour vous faire sursauter. Il fait sombre, il y a des cris partout. Ça vous tente, Aurélie ? Pas du tout. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci Pablo. Merci Louis. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.